Bonjour à tous, bienvenue pour le 10e chapitre du cours de L3 Politique et Société dans la France du Consulat et de l'Empire, consacré aujourd'hui à armée et forces de l'ordre dans la France de Napoléon. L'armée représente une puissance très importante dans la France napoléonienne. 3 millions d'hommes ont servi sous les ordres de Napoléon, dont environ 650 000 étrangers. Ça signifie aussi que 2 350 000 Français, à peu près, ont été soldats ou officiers pendant les années napoléoniennes, avec ce que cela représente sur la société, tant dans les manières de recruter ces hommes que par la place qu'ils occupent dans la société. Une société partiellement militarisée, donc, mais une société qui est aussi une société policière, dans la mesure où le régime de Napoléon est un régime de plus en plus autoritaire, qui s'appuie sur les forces de police pour maintenir l'ordre, qui fait régner un ordre policier également, comme nous le verrons à travers les deux armes principales qui du reste se font parfois la guerre, la police et la gendarmerie. Mais je commencerai par évoquer dans une première partie l'armée sous le titre « Une société en guerre ». Le premier point est consacré au recrutement de l'armée. Le recrutement de l'armée s'opère pour l'essentiel par le biais de la conscription. Il y a encore possibilité de s'engager dans l'armée comme volontaire, mais l'essentiel des recrues provient de la conscription qui découle elle-même d'une loi qui a été adoptée sous le Directoire en septembre 1798, c'est la loi Jourdan, du nom du général qui l'avait proposée. Cette loi prévoit la conscription des jeunes gens de 20 ans, c'est-à-dire l'inscription sur des listes des jeunes à l'âge de 20 ans, et c'est à partir des listes qui sont établies que l'on va pouvoir définir le contingent susceptible d'être recruté. Car ça n'est pas un service universel, tous les jeunes gens ne partent pas à l'armée, l'État ne recrute que les forces dont il a besoin. Le système se met progressivement en place, je ne vais pas entrer dans le détail des différentes manières par lesquelles on a procédé, mais venons-en pratiquement au moment de 1805, lorsque le système de la conscription s'établit définitivement, et voyons comment cela fonctionne. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'État n'a pas forcément eu besoin de troupes aussi nettement pendant toute la période. Entre 1800 et 1805, par exemple, le contingent recruté représente entre 18 et 20% d'une classe d'âge. Une classe d'âge, c'est pour les hommes 250 000 hommes à peu près à l'époque. À partir de 1806, la pression se renforce jusqu'en 1810 et dans cette période, ce seront environ 30% d'une classe d'âge qui seront recrutés. Et puis après 1810, et surtout après 1812, la pression devient extrême, puisque dans ces années-là, on recrutera environ 70 à 80% des classes d'âge concernées. Un chiffre en dit long, je vous ai dit 2 millions de conscrits, mais pratiquement 900 000 ont été recrutés entre le début de 1813 et le printemps de 1814 pour faire face aux besoins militaires accrus après l'échec de la campagne de Russie, donc des troupes qui vont servir en Allemagne en 1813 et en France en 1814. Comment ont-elles été recrutées? Bien, le système qui est mis en place est un système de tirage au sort. Les jeunes gens qui sont inscrits sur les listes sont appelés au chef-lieu de canton, où ils doivent passer par le biais d'un tirage au sort, c'est-à-dire qu'ils ils vont vers une urne, prennent une boule, un numéro, pardon, et si le numéro est comme on dit, un bon numéro, ils échappent à la conscription. Si en revanche c'est un mauvais numéro, c'est-à-dire qu'il se situe dans les premiers numéros de la liste, ils partiront directement au service. Cette opération se fait en général sous la surveillance du sous-préfet, parfois du préfet lui-même, et permet donc de dégager un contingent. Simplement, tous ceux qui ont tiré ces numéros ne vont pas partir, parce qu'il y a des motifs qui permettent d'échapper au service militaire. C'est tout d'abord des problèmes physiques. Pour pouvoir servir, il faut mesurer au moins
au début de la période 1,57 m, à la fin 1,53 m. Si vous êtes en deçà de cette taille, vous ne partez pas à l'armée, et c'est ce qui explique que dans certaines régions de l'Ouest, par exemple, on voit presque un quart du contingent concerné par cette problème de taille qui fait qu'ils ne partiront pas à l'armée. On ne part pas à l'armée non plus si l'on est marié, et ce qui va conduire du reste à un accroissement des mariages dès le début de la période, mais surtout à partir de 1813, je l'avais évoqué, 390 000 mariages, c'est 182 000 de plus que les années précédentes, c'est dû essentiellement à la pression militaire dont je faisais état à l'instant. À partir de 1807 également, le fait de se consacrer à la prêtrise, que ce soit d'ailleurs pour les pasteurs ou les prêtres catholiques, permet d'éviter le départ à l'armée. C'est un moyen qu'a trouvé Napoléon pour encourager le recrutement du clergé. On peut aussi acheter un remplaçant. Cela concerne 4% des Français, essentiellement issus des milieux de la bourgeoisie, de l'artisanat ou même de la paysannerie aisée. Ces remplaçants sont donc souvent de milieux populaires, et le prix varie entre 800 francs et 4000 francs pour un remplacement, ce qui permet à certains de ces jeunes gens, surtout s'ils rentrent de l'armée, de s'acheter une ferme, par exemple, dans leur région d'origine. Voilà les moyens d'échapper à l'armée. Que font ces jeunes gens? Bien, une fois qu'ils ont été recrutés, ils partent généralement en cortège. Les conscrits de la même promotion, de la même classe, comme on dit, vont se diriger ensemble vers un régiment qui leur a été assigné. Et ce régiment, il faut rappeler que l'armée est organisée depuis 1803 sous la forme de régiments. Les régiments sont divisés eux-mêmes en bataillons, 4 bataillons jusqu'en 1808, 5 ensuite, et ces régiments sont, la plupart du temps, engagés à l'étranger, dans des guerres extérieures ou même dans des opérations d'occupation, mais ils laissent toujours en France un dépôt qui est le dépôt du régiment, où se retrouvent les jeunes conscrits qui sont donc formés en garnison pendant quelques semaines, quelques mois, c'est variable en fonction des besoins, et ce dépôt est aussi le lieu où on administre le régiment. Et puis une fois qu'ils sont formés, ces conscrits sont envoyés vers d'autres destinations, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, en fonction de la position de leur régiment d'appartenance. Nous y reviendrons, bien entendu. Un certain nombre de ces jeunes conscrits ne partent pas, et c'est une autre façon d'échapper au service militaire, puisqu'ils s'enfuient. Ils sont ce que l'on appelle des insoumis ou des réfractaires. Ils vont poser des problèmes ardus à l'État à l'époque. J'y reviendrai dans la troisième partie, puisque c'est l'enjeu d'une lutte entre les forces de l'ordre, précisément, et en particulier la gendarmerie et l'armée. Venons-en dans un second temps aux officiers. Les officiers, si on a parlé de 2 350 000 Français dans l'armée, ce sont à peu près 90 000 officiers qui ont servi, dont un tiers à peu près provenant de la Révolution, qui ont servi dans les armées napoléoniennes entre 1800 et 1815. Parmi eux, on compte environ 1350 généraux, un peu plus de 1400 colonels, qui forment donc les officiers supérieurs. Ce que l'on sait de ces officiers, c'est qu'ils sont pour l'essentiel, pour près de 80% d'entre eux, 77% si on veut être précis, d'après les statistiques qui ont pu être établies, ils sont d'origine, proviennent des sous-officiers. Ils étaient engagés comme soldats pour la plupart, sont devenus sous-officiers, puis officiers. Ce qui veut dire que le recrutement s'opère progressivement après de longues années de carrière militaire, alors que le projet de Napoléon Bonaparte était de former des officiers dans des écoles militaires, sur le modèle qu'il avait lui-même vécu sous l'Ancien Régime en passant par l'école de Brienne. Mais ce projet n'a qu'un complètement abouti, puisque s'il a créé plusieurs écoles, en particulier
l'école spéciale militaire établie à Fontainebleau en 1802, puis transférée à Saint-Cyr en 1808. Il n'est jamais parvenu, et de loin, puisque les élèves des grandes écoles, enfin des écoles militaires, représentent à peu près 10% des officiers recrutés pendant la période, il n'est jamais parvenu à imposer ce modèle de l'officier formé exclusivement, finalement, au métier du commandement, à travers une formation pratique, naturellement, mais aussi à partir d'une formation théorique. Donc, l'essentiel proviennent de la troupe. Le principe de l'élection qui prévalait sous la Révolution a été progressivement abandonné. Théoriquement, la moitié des officiers sont recrutés au choix avec désignation par les officiers du régiment, mais cela tombe très rapidement en désuétude et c'est le colonel du régiment qui a la main sur une partie de ces nominations. Et ces nominations se font de plus en plus aussi à l'ancienneté. Une moitié au moins des officiers sont recrutés à l'ancienneté. Sur le plan des origines sociales, il y a une grande différence naturellement par rapport à l'Ancien Régime, puisque on voit disparaître très rapidement les représentants de la noblesse. Ils sont encore relativement nombreux, un cinquième des généraux à la fin de l'Empire, mais dans l'ensemble du corps des officiers, ils le sont de moins en moins nombreux, quelques pourcents seulement, au profit des représentants de la bourgeoisie. Il y a eu une démocratisation, mais qui n'est pas une démocratisation absolue, puisque les couches populaires sont représentées par un quart seulement, 24% des officiers, dont 16% d'origine paysanne et 8% provenant des milieux de l'artisanat. Et encore, quand il s'agit de la paysannerie, c'est souvent une paysannerie aisée. Il faut en effet rappeler que pour être officier, il faut savoir lire et écrire. C'est une condition sine qua non, ce qui évidemment limite l'accès à cette fonction. Par ailleurs, sur le plan géographique, on constate une prédominance des régions du Nord et de l'Est, à la fois parce que ce sont les régions les plus alphabétisées du pays, mais aussi parce que ce sont des régions qui ont une tradition d'engagement militaire, de défense du territoire, de défense de la frontière. Et du reste, ce sont aussi les régions qui sont qui donnent le plus de soldats à l'armée, qui sont les moins rétives au service militaire, et comme elles sont moins rétives que les régions du Sud au service militaire, on va du reste plus les ponctionner. L'officier est considéré dans la France napoléonienne comme un notable, d'abord par la solde qu'il touche, au minimum 1000 francs pour un sous-lieutenant, c'est-à-dire à peu près l'équivalent d'un commissaire dans une petite ville de province, 5 000 francs pour un colonel, 10 000 francs par an pour un général. Voilà les sommes qui permettent finalement de tenir en principe son rang au niveau de la bourgeoisie. Évidemment, cela dépend des échelons, surtout que s'y ajoutent, en particulier pour les officiers supérieurs, des dotations provenant directement de Napoléon et des prises de guerre que l'armée a faites dans les pays étrangers. La notabilité s'affirme aussi à partir de 1808 avec l'obligation de demander l'autorisation de se marier, et il faut que l'épouse, ou la future épouse, puisse justifier d'un revenu d'au moins 300 francs afin que la femme ne soit pas à la charge de son mari officier. Et cette disposition prévaudra jusqu'en 1889 et la fameuse loi Boulanger qui est adoptée alors. La notabilité se mesure enfin par le fait que les officiers sont les plus nombreux à être intégrés à la noblesse d'Empire. Sur les 3600 nobles d'Empire que j'ai déjà évoqués précédemment, 59% sont des officiers, ce qui montre bien comment le régime a cherché à s'appuyer sur ce corps d'officiers qui est évidemment essentiel pour conduire les troupes. J'en viens maintenant dans un troisième temps de cette première partie à l'influence de l'armée sur la société française. Je n'évoquerai pas ici l'armée en campagne, qui essentiellement est en campagne en dehors du territoire français, mais j'évoquerai l'influence que peut avoir l'armée sur la société. C'est d'abord une influence physique, à travers la présence des militaires sur le sol français.
ce sont plusieurs dizaines, centaines de milliers, selon les années, de militaires qui sont présents dans les villes de garnison. Environ 200 villes sont concernées, et cela peut concerner des toutes petites villes de la France de l'intérieur. Donc il y a une présence réelle, présence des militaires donc, qui s'accompagne aussi de démonstrations régulières avec des revues qui sont généralement organisées et qui vont rythmer en quelque sorte la vie du pays, bien sûr au moment des victoires où les soldats sont invités à célébrer les grandes victoires militaires de la Grande Armée, mais dans le quotidien finalement de la vie des Français, on voit ces militaires parader régulièrement sur les places, dans les rues des villes de garnison. La contrepartie aussi de cette présence militaire, ce sont les conflits qui peuvent intervenir entre les militaires et les civils. Ils sont assez fréquents, repérés par la police. Ces conflits peuvent se dérouler sur la voie publique, mais le plus souvent dans les cafés, cabarets, qui sont des lieux particulièrement propices à ces rixes, autour aussi des foyers de prostitution, avec des disputes qui concernent des femmes que se disputent plus exactement civils et militaires. Au théâtre également, ce sont des lieux où l'on verra ce type de rixes intervenir, avec souvent l'intervention de la police, mais la difficulté de faire régner l'ordre vis-à-vis de soldats qui sont en quelque sorte protégés par les pouvoirs publics. L'influence des soldats et de l'armée, elle se manifeste aussi à travers toute une série de signes qui sont perceptibles dans la culture en particulier, dans l'éducation, dans les lycées, et Vigny l'a bien évoqué dans Servitude et grandeur militaire, tout est rythmé par le rythme militaire, les cours sont annoncés par le tambour et non plus par la cloche, c'est-à-dire que l'élément militaire a remplacé l'élément ecclésiastique d'une certaine façon. Les programmes sont imprégnés de références à l'armée, que ce soit les versions latines ou les rédactions, les sujets militaires foisonnent. L'armée est présente également au théâtre où nombre de pièces s'inspirent de faits militaires, essentiellement dans une dimension historique. J'ai parlé des parades dans les rues de la ville, mais il faudrait aussi évoquer toutes ces annonces qui se multiplient. Et chaque campagne s'accompagne d'une distribution, d'une publication des fameux bulletins de la Grande Armée, du moins à partir de la campagne de 1805. Ce sont 60, 80, parfois plus de bulletins qui sont diffusés très largement, publiés dans la presse, affichés sur les murs des villes, qui sont également diffusés au théâtre, où on va les lire, s'interrompre pour lire le bulletin de la Grande Armée. Les maires peuvent réunir la population pour lire ces bulletins devant la mairie. Il arrive même que des prêtres, et cela leur a été demandé, lisent les bulletins à la fin de la messe, même si dans ce cas, Napoléon a protesté en considérant que ce n'était pas forcément une bonne idée. On va aussi diffuser les proclamations de Napoléon à l'armée. Bref, l'armée est omniprésente et elle imprègne incontestablement la société française des années 1800 à 1815. On trouve enfin des militaires au plus haut poste de l'État, au Conseil d'État, au Sénat, au corps législatif. Plusieurs ministres sont des ministres issus de l'armée, le ministre de la guerre, le ministre de la Marine, mais aussi à partir de 1810, le ministre de la police, sur lequel nous reviendrons, Savary, qui est un général de gendarmerie, et même à partir de 1813, le ministre des Relations extérieures, Caulaincourt, est également un général. Sans pour autant que l'on puisse parler d'une dictature militaire, les civils restent les plus importants dans l'organisation de l'État, mais les militaires ont pris une place dans cette société. Enfin, il faut rappeler que l'armée, ce n'est pas uniquement
l'armée active. Ce sont aussi des blessés qui peuvent être présents dans les villes françaises, notamment dans les hôpitaux. Et il y a des hôpitaux particuliers comme les Invalides à Paris, la succursale des Invalides à Avignon, mais il y a plus généralement des hôpitaux militaires ou des hôpitaux civils du reste qui accueillent des soldats blessés. Ce peut être aussi des soldats convalescents, et ils sont nombreux. On en compte 6 à 7 000 par exemple dans le Paris du consulat. Ce sont enfin des retraités mais qui ont conservé finalement un lien fort avec l'armée. Les retraités, les invalides qui ne peuvent plus combattre sont présents dès les années de l'Empire. Ils n'attendront pas la chute de Napoléon, comme on pourrait parfois le penser, pour être donc représenter cette armée. D'ailleurs, Napoléon va faire quelques gestes en leur direction, par exemple en cherchant à marier un certain nombre de ses vétérans avec des jeunes femmes du pays. Il demande même au préfet d'organiser ces mariages, dont les plus notables, mais il y en a eu antérieurement, auront lieu au moment du mariage de Napoléon et de Marie-Louise en 1810. Enfin, il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de pension systématiquement accordée aux veuves et aux éventuels orphelins, mais je vous ai dit que les soldats étaient pour l'essentiel des célibataires. Il n'y a pas de pension systématique, il y en a pour les officiers, mais pour les simples soldats, ce n'est pas le cas. J'en viens dans une deuxième partie à la guerre des polices, et nous allons voir donc ces différentes forces de l'ordre en action sous le Consulat et l'Empire. Premier point, l'organisation de la police. L'organisation de la police, à partir des débuts du Consulat, est héritière de la police du Directoire, et d'ailleurs c'est le même homme, Joseph Fouché, qui occupait déjà les fonctions de ministre de la police, qui les conserve sous le Consulat. Cette police, elle est organisée sur un modèle hiérarchique qui va d'ailleurs se renforcer après 1804. Joseph Fouché a été écarté entre 1802 et 1804. Et après 1804, ce modèle va se renforcer avec une administration territoriale. Le pays est divisé en 4 divisions, 4 arrondissements de police, et les 4 hommes conseillers d'État à la tête de ces arrondissements de police sont donc les principaux collaborateurs de Fouché. Dans ce cadre, il y a une particularité, c'est Paris. Paris qui, depuis 1800, bénéficie d'un préfet de police. L'homme qui a été nommé à ce poste s'appelle Dubois. Il participait déjà au bureau central qui organisait la police parisienne sous le Directoire. Et il va prendre un poids très important. Il dépend théoriquement du ministre de la police, mais des tensions très fortes vont très vite apparaître, en particulier autour de ce qui concerne les complots, les conspirations, comme nous l'avions déjà évoqué. Pour le reste, l'organisation est fondée sur un réseau de commissaires généraux dans les grandes villes, par exemple, sauf Paris, par exemple à Bordeaux, où le commissaire qui est nommé est un ancien ami de Lucien Bonaparte, qui est à ce moment-là ministre de l'Intérieur. Il s'appelle Pierre. On en trouve un à Lyon, à Marseille. À Marseille, le commissaire général est le frère de Laure Permont ou Junot, donc le beau-frère du général Junot. Et ces commissaires généraux ont sous leur tutelle des commissaires ordinaires, comme on va dire. Et il y a aussi des commissaires dits ordinaires dans les villes. Il suffit qu'une ville ait plus de 5000 habitants pour disposer d'un commissaire. Alors ces commissaires n'ont pas, sauf exception, de troupes à leur service. Il n'y a pas une police composée d'agents de police comme on en connaîtra par la suite, sauf exception, par exemple à Paris, où s'est établie une garde municipale, qui prendra le nom à partir de 1805 de garde de Paris. Elle disparaît en 1813 parce qu'elle a été
contre son gré, mais impliquée dans l'affaire Mallet, et elle est composée d'environ 2000 hommes qui assurent la sécurité de la ville, à la fois la surveillance du mur des fermiers généraux, mais aussi la sécurité intérieure. Il y a une garde municipale également à Bordeaux, mais pour l'essentiel, le maintien de l'ordre est effectué dans les villes par la gendarmerie, dont nous reparlerons dans un instant. Donc la police a des effectifs réduits par la force des choses, et elle a une fonction qui est essentiellement une fonction de renseignement, puisque les commissaires sont chargés de se renseigner sur l'état de l'opinion, de repérer aussi les éventuels projets de conspiration, de complot, c'est une des hantises du régime, de déjouer également, bien entendu, les opérations criminelles, cambriolage, assassinat, etc. Mais par la suite, ces commissaires sont obligés de faire appel pour les interpellations, par exemple, aux gendarmes. Ces commissaires n'ont pas bonne presse, ils n'ont pas bonne presse, ce sont des civils, la plupart, une partie d'entre eux étaient déjà policiers à l'époque de la Révolution, voire antérieurement. Le corps des commissaires a toutefois connu une épuration notable. On s'est débarrassé, par exemple, des éléments qui avaient été trop marqués pendant la période montagnarde, trop marqués pendant la Révolution. Prenons un exemple, à Paris, il y a 48 commissaires, 4 par arrondissement. Sur les 48, 16 seulement sont conservés, donc 32 sont changés, et parmi ceux qui sont renvoyés, ce sont essentiellement des hommes qui avaient été marqués par leur engagement révolutionnaire. Des hommes qui sinon viennent des milieux de juristes, on voit même d'anciens prêtres, des prêtres qui ont quitté la prêtrise, qui ont quitté l'Église au moment de la Révolution, qui représente une fraction non négligeable de ce corps des commissaires. En revanche, on ne trouve pas d'anciens militaires parmi les commissaires. Je le disais, ils ont mauvaise presse, mais un trait qui le confirme est évident, aucun commissaire n'obtient la Légion d'honneur sous l'Empire. Et par ailleurs, Napoléon se méfie d'eux et de leur propension à s'enrichir en profitant de leurs fonctions, au point du reste de diligenter une enquête en 1810 pour connaître l'état de la fortune et son évolution depuis l'entrée en fonction des commissaires. Et du reste, le maire de Bordeaux de l'époque n'est pas tendre avec les 10 commissaires de sa juridiction. Un seul trouve grâce à ses yeux et il dénonce des comportements de corruption de la plupart d'entre eux, et même dénonce le fait que l'un d'entre eux est propriétaire d'une maison de tolérance où il a même sa chambre, ce qui lui paraît ne pas tout à fait convenir au statut de commissaire. J'en viens dans un deuxième point, aux évolutions de la gendarmerie. La gendarmerie a été créée en 1791, donc au début de la Révolution française, sur les décombres de la maréchaussée d'Ancien Régime, qui a été supprimée, mais en conservant un certain nombre des cadres de cette maréchaussée. Elle est réformée une première fois en 1798 et ensuite en 1801, et c'est à partir de là que je l'évoquerai. C'est une force donc qui est dirigée à partir de 1801 par un premier inspecteur général. La fonction a été attribuée à un général qui est le général Moncey, M-O-N-C-E-Y, qui fera partie de la promotion des maréchaux de 1804. Il a sous son aile 2 inspecteurs généraux dans un premier temps, le général Radet, qui vient lui de l'arme de la gendarmerie et qui avait été un des promoteurs de la réforme de 1801, et qui s'illustrera dans les années suivantes en favorisant la réorganisation ou l'organisation des gendarmeries dans les territoires conquis par la France, notamment en Italie, mais aussi dans des espaces comme la Hollande après 1810, et quand la Hollande est rattachée à la France. Le fait d'armes le plus connu du général Radet, c'est l'arrestation du pape Pie VII en 1809, considérée comme une opération de maintien de l'ordre, et pour cela confiée donc à un gendarme. Pour le reste, donc, alors il y aura ensuite un peu 6 inspecteurs généraux chargés naturellement de veiller au bon fonctionnement de la gendarmerie, mais qui auront aussi des missions de renseignement, j'y reviendrai.
La gendarmerie est pour le reste organisée en légions. Il y a 27 légions de gendarmerie qui regroupent environ 4 départements. Les départements forment une compagnie. Donc la légion est commandée par un colonel de gendarmerie, la compagnie par un capitaine, et ces compagnies sont formées de brigades. Les brigades de gendarmerie sont commandées par un sous-officier qui commande lui-même 5 hommes, aussi bien donc dans les campagnes que dans les villes. Au total, en 1801, on a établi environ 2200 brigades de gendarmerie, ce qui signifie qu'à peu près les 2/3 des cantons, puisque les brigades de gendarmerie sont situées dans les chefs-lieux de canton, les 2/3 des cantons sont dotés d'une brigade de gendarmerie, c'est-à-dire d'une force de police de proximité, puisque ces gendarmes, les 2/3 de ces brigades sont des brigades à cheval. Ces gendarmes vont effectuer des rondes, être présents dans la société locale, je l'avais évoqué en parlant des campagnes, c'est vrai aussi des villes. Ils vivent en principe en vase clos, dans des casernes qui sont établies alors pas systématiquement, parce que dans différentes villes, il n'y a pas nécessairement les locaux nécessaires, donc ils peuvent aussi habiter dans des maisons à côté d'autres locataires, mais on tente donc de les loger dans des casernes, et la pratique veut aussi qu'on recrute les gendarmes à l'extérieur de la région concernée pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts entre eux et la population locale. Ces gendarmes, à la différence des policiers, sont des militaires. Ils relèvent de 2 ministères, le ministère de la Guerre et le ministère de l'Intérieur, mais ce sont tous des militaires, puisque pour être officier de gendarmerie, il faut avoir servi 5 ans comme officier dans l'armée, et pour être gendarme, il faut avoir également servi 5 ans. Il faut aussi mesurer au moins 1,73 m pour être gendarme, voire 1,75 m si c'est un gendarme à cheval, ce qui est une taille élevée, correspondant à la taille nécessaire pour rentrer dans la garde impériale. Et enfin, il faut savoir lire et écrire, ce qui limite le recrutement de ces gendarmes à des couches supérieures des milieux populaires notamment, petite bourgeoisie également, voire bourgeoisie, en tout cas pour ce qui est des officiers de gendarmerie. Cette gendarmerie au total comprend donc 15 000 hommes en 1801 pour une France d'une centaine de départements. Ce chiffre va doubler, puisque en 1810, il y aura 30 000 gendarmes sur le sol de l'Empire. Alors, il est vrai que l'Empire s'est étendu désormais à 130 départements. La gendarmerie va accompagner en quelque sorte le développement territorial de l'Empire, mais également accompagner le tour policier que prend le régime, et en particulier à partir de 1810. C'est la principale force de maintien de l'ordre dans la France napoléonienne. J'en viens dans un troisième point de cette deuxième partie, aux autres forces de l'ordre. Il n'y a pas que la gendarmerie donc, et l'organisation de la police autour des commissaires, il y a aussi des forces qui peuvent être mobilisées ou qui peuvent servir au maintien de l'ordre. Il y a des gardes municipales que j'ai déjà évoquées, notamment celle de Paris. Il y a surtout la garde nationale. La garde nationale, qui est une institution qui date de la Révolution française, à l'origine c'est une milice citoyenne composée des citoyens actifs qui doivent se munir d'un uniforme et d'un fusil et peuvent être mobilisés pour la défense de la nation. Cette garde nationale est progressivement tombée en désuétude, en tout cas est beaucoup moins sollicitée à l'époque du Directoire. Pourtant, elle figure dans la constitution de l'an 8, donc son organisation est prévue, mais au début du consulat, la garde nationale est laissée finalement en retrait parce que Napoléon Bonaparte se méfie de ses origines révolutionnaires et ne souhaite pas s'appuyer sur cette milice bourgeoise, pour l'essentiel, qui pourrait avoir des velléités de protester. À partir de 1805, les choses changent, la garde nationale est réactivée, en quelque sorte. Potentiellement, pour en faire partie, il faut payer l'impôt, en tout cas l'impôt
mobilier, la taxe mobilière et personnelle. Donc il faut payer l'impôt, ce qui suppose d'appartenir à la bourgeoisie et au milieu supérieur des couches populaires. Et ce d'autant plus que le garde national doit, comme on l'a dit, fournir l'équipement. Cette garde nationale, elle est conçue alors pour être en quelque sorte une armée territoriale censée défendre l'intérieur du pays et les frontières. Elle n'a pas vocation à être envoyée vers des terrains extérieurs de combat. De fait, elle est mobilisée. Néanmoins, par exemple en 1809, Joseph Fouché va mobiliser les gardes nationales du nord et de l'est de la France pour faire face à l'invasion de l'île de Walcheren, qui se trouve en Hollande, dans le département hollandais, exactement en Zélande, mais à l'embouchure du fleuve qui arrose Anvers, et donc les troupes anglaises voulaient s'emparer du port d'Anvers, qui est un port très important dans le dispositif militaire français, et surtout maritime. L'armée est alors, nous sommes en août 1809, mobilisée encore en Autriche et en Allemagne à la suite de la campagne qui s'est achevée par la victoire de Wagram, et donc il faut des troupes. On envoie une partie de la garnison de Paris, mais aussi donc, ces gardes nationaux du nord et de l'est de la France qui seront commandés par le maréchal Bernadotte. Napoléon, d'ailleurs, n'est pas très satisfait de cette décision prise par Fouché parce qu'il considère que c'est une tentative de Fouché pour, d'une certaine manière, essayer de refaire une sorte de levée en masse comme en l'an 2. Donc il y voit un danger politique et il le fera savoir au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Police, pardon. Une garde nationale qui ensuite, à partir de la fin de l'Empire, ne se contentera pas d'être envoyée comme force supplétive dans les garnisons, dans les places fortes du nord et de l'est de la France. Certains de ces gardes nationaux sont même engagés dans des combats de la campagne de France, et un certain nombre d'entre eux donc meurent pendant ces batailles. L'autre force que je voudrais évoquer rapidement, c'est la douane. La douane qui joue un rôle de plus en plus grand à partir du blocus continental de 1806, qui voit ses forces également se développer, puisque en 1809, l'administration de la douane compte environ 27 000 agents, dont 22 000 sont sur le terrain, surveillent les frontières, luttent contre la contrebande. On estime à 100 000 à peu près le nombre de contrebandiers dans la France de Napoléon, ce qui est considérable, ce qui signifie que dans certains villages côtiers, par exemple, toute la population est concernée par cette contrebande, qui s'est d'autant plus renforcée que le blocus interdit l'arrivée des navires étrangers et pas seulement anglais. Donc la douane joue un rôle de maintien de l'ordre parce qu'au-delà de la traque des contrebandiers, elle assure une présence militaire aux frontières. Elle peut surveiller les passages également d'étrangers, et on craint beaucoup l'entrée sur le territoire français des espions, que ce soit par la mer. Plusieurs cas sont connus d'espions qui ont été débarqués sur les côtes normandes, ou que ce soit sur les frontières terrestres. Ces douaniers donc veillent au grain et surveillent les transferts. Ils sont aussi actifs dans la traque des déserteurs, des insoumis qui peuvent leur rapporter jusqu'à 5 francs par individu s'ils parviennent à les arrêter. Donc c'est une force non négligeable qui, elle aussi, du reste, sera partiellement engagée dans les combats de la fin de l'Empire, et en particulier ceux de la campagne de France. Ces forces militaires, ces forces de l'ordre, donc multiples, le sont aussi parce que Napoléon a cherché à ne pas s'appuyer sur une seule institution. Il craint en effet qu'une institution trop puissante au sein de l'État ne puisse être une menace. Et c'est pour cette raison, finalement, qu'il va diviser ses forces au risque de conduire à ce que l'on pourrait appeler une guerre des polices. Comme on va le voir dans une troisième partie, les forces de l'ordre sont complémentaires, elles peuvent aussi s'opposer.
Grand 3, le maintien de l'ordre. Premier point, la police politique. La police, sous l'égide du ministre Joseph Fouché, pour l'essentiel de la période, puis ensuite Savary, mais nous reviendrons sur le cas Savary lors de la prochaine séance. Cette police, donc, a, je vous le disais à l'instant, pour mission principale de faire du renseignement. Ce renseignement vise d'abord à mesurer l'état de l'opinion publique, ce que l'on appelle l'esprit public. Cette mesure de l'esprit public va conduire à des rapports qu'effectuent les commissaires de police, rapports qui sont transmis ensuite au ministre de la police. Alors, pour établir ces rapports, les commissaires s'appuient sur différents informateurs, les fameuses mouches, c'est-à-dire les mouchards, les indicateurs, qui sont rétribués par des fonds secrets dont disposent ces commissaires. Ce peut être aussi des prostituées qui sont sollicitées dans ce cadre-là. Les mouchards eux-mêmes, les mouches viennent d'origines très diverses. Ça peut être un patron de café, un domestique, ou même une dame de la bonne société qui renseigne la police. Ces rapports vont constituer donc ce que l'on appelle le bulletin quotidien de police, qui est transmis à Napoléon chaque jour, et dans lequel on retrouve des informations très diverses sur la situation du pays. Et on y retrouve aussi bien des éléments sur les cambriolages qui ont été commis, le nombre d'étrangers qui rentrent à Paris, les incendies qui ont pu se déclencher dans telle ou telle région de la France, des informations sur la circulation des prisonniers de guerre, bref, toutes sortes d'informations qui permettent de se faire une idée de l'état de l'opinion publique et aussi de l'état de la criminalité dans le pays. Car l'obsession de la police, c'est aussi, ce sont les conspirations, ce sont les complots. Alors des complots, nous en avons déjà parlé, plusieurs ont été déjoués à l'époque du consulat, le complot des poignards en octobre 1800, l'attentat de la rue Saint-Nicaise n'a pas été déjoué, mais a été ensuite suivi de répression. Le complot Cadoudal-Pichegru, bien sûr, en 1804, qui est sans doute l'un des principaux, même si la police a failli dans un premier temps. Mais des complots, il y en eut d'autres par la suite, sous l'Empire. En général, le régime s'arrange pour ne pas en faire la publicité, pour ne pas donner le sentiment que le régime est fragile, mais surveille de près les milieux royalistes en particulier, et notamment l'ouest de la France. Je prendrai un exemple. En 1808, l'Angleterre envoie sur le sol français un cousin de Chateaubriand, de l'écrivain Chateaubriand, qui est chargé de faire des rapports sur la situation militaire du pays, d'aller jusqu'à Brest pour renseigner les Anglais sur l'état des forces présentes donc, dans le port de Brest, mais plus généralement en Bretagne. La police a vent de son arrivée, du réseau Chouan qui lui a permis de circuler à travers la Bretagne, et il finit par être arrêté avec un certain nombre de ses comparses et par être exécuté. L'intervention de son cousin n'y faisant rien. C'est un exemple parmi d'autres de l'activité que mène la police en matière de contrôle de la situation politique et notamment de traque des Chouans. Elle va aussi, cette police, intervenir dans le domaine de l'esprit, puisque c'est elle qui est chargée jusqu'en 1810 du contrôle des écrits, de la censure des journaux comme des livres, ce qui va conduire là aussi à différentes mesures que l'on qualifie de mesures de haute police, qui valent pour ce domaine, mais aussi pour d'autres domaines. La haute police, les mesures de haute police, c'est des mesures qui permettent d'enfermer, d'emprisonner un individu sans jugement, simplement parce qu'on considère que les actes qu'il a commis sont un danger pour l'ordre public. Et évidemment, cela contrevient au principe d'une justice égale pour tous, qui doit permettre à chacun de se défendre. En la circonstance, donc, la haute police ne le permet pas. Le second point sera une évocation du quotidien des policiers et des gendarmes. Chose qui n'est pas très surprenante
et qui ne change pas beaucoup par rapport à l'époque contemporaine. Les commissaires dans les villes et les forces dont ils peuvent disposer, que ce soit une garde municipale ou la gendarmerie, ont des fonctions qui sont classiques de surveillance de l'espace urbain, c'est-à-dire à la fois surveillance de la circulation. On peut tout aussi bien sanctionner un conducteur de charrette pour avoir laissé son véhicule trop longtemps stationné en un endroit qui n'était pas licite. On peut punir des citadins pour ne pas avoir évacué les eaux usées devant leur domicile. On veille également à l'éclairage de la cité, mais on s'occupe aussi de la circulation des hommes, puisque c'est le commissaire qui doit viser les passeports que chaque individu qui entre dans la ville doit venir lui montrer, pour ainsi permettre de savoir quels sont les étrangers, entre guillemets, qui entrent en ville. Évidemment, on se renseigne sur leur domicile. Les commissaires dans les villes sont aussi chargés de veiller à la sécurité des biens et des personnes, donc à lutter contre les vols fréquents dans les rues, mais aussi contre les cambriolages, contre les tentatives de meurtre, et de procéder, le cas échéant, à l'arrestation des coupables. C'est donc une police, je dirais, classique, qui est ainsi effectuée par ces représentants de l'ordre. Dans les campagnes, nous l'avions évoqué, j'y passe plus rapidement, la gendarmerie effectue le contrôle des routes, les patrouilles fréquentes sur les routes permettent d'arrêter, c'est vrai d'ailleurs aussi en ville, les étrangers sans passeport, de traquer les mendiants et les vagabonds, mais aussi des criminels. C'est ainsi qu'un certain nombre d'individus sont repris. Le cas de Vidocq, par exemple, est assez célèbre. Il a été plusieurs fois repris précisément par des gendarmes alors qu'il circulait sur les routes de France. Donc un quotidien des gendarmes qui vise aussi à surveiller les marchés, par exemple, et les foires, qui sont des lieux particulièrement propices à des tensions, à des rixes en particulier, voire à des vols également. Ce quotidien des gendarmes et des policiers m'amène dans un troisième et dernier point de cette troisième partie à évoquer la lutte contre les réfractaires et les déserteurs. J'y consacre un point à lui seul parce que c'est un des éléments les plus importants de la période en matière de mobilisation notamment des gendarmes, parce que c'est un phénomène qui est un phénomène très visible et notable par les effectifs. Lorsque Bonaparte prend le pouvoir en 1799, il y a environ 200 000 déserteurs qui sillonnent les régions françaises, c'est-à-dire pratiquement un cinquième des troupes qui ont été recrutées en 1793. C'est considérable et c'est un facteur de désordre dans la mesure où une grande partie de ces déserteurs ont formé des bandes qui ont ravagé un certain nombre de régions, notamment dans le sud-est. Bref, Bonaparte veut chercher à remédier à cette question. Et il le fera de deux manières. D'abord par une amnistie qui doit permettre aux plus anciens de regagner leur foyer. Amnistie donc, qui intervient en 1801. L'autre moyen, c'est de lutter contre la désertion ou l'insoumission. Alors je distingue les deux. Les insoumis ou réfractaires sont les jeunes gens qui ont refusé de partir à l'armée, qui sont donc encore considérés comme des civils, qui sont traqués par la gendarmerie certes, mais qui, s'ils sont repris, sont jugés par des tribunaux civils et généralement condamnés à aller retrouver des bataillons disciplinaires avant d'être reversés dans l'armée. Condamnations qui peuvent être aussi constituées par des amendes et qui peuvent être également imposées lorsque le jeune homme n'est pas présent et qu'il est condamné par contumace, qui peuvent être imposées aux familles de ces jeunes gens.
Donc il y a une répression qui est mise en place, qui passe aussi par l'envoi dans les familles des réfractaires, de garnisaires, c'est-à-dire de militaires qui sont accueillis, nourris, logés, soldés également, ce qui représente une pression très forte pour ces familles qui, en général, cherchent à faire en sorte que leurs fils se rendent pour alléger leurs charges. À partir de 1806, le système de la conscription s'étant renforcé, finalement l'insoumission est moins importante. On comptait 26 à 27% de réfractaires dans les années 1800-1805. Ils ne sont plus que 13% entre 1806 et 1810, ce qui veut dire que le système de recrutement fonctionne mieux et que l'encadrement aussi des soldats entre le moment où ils sont recrutés et le moment où ils partent vers l'armée, où ils arrivent en garnison, a été renforcé. D'où une pression policière plus grande, incontestablement, dans ces années-là. Mais le phénomène perdure, et ce phénomène, comme je le laissais entendre en commençant, ne concerne pas également toutes les régions. Les régions les plus réfractaires sont les régions du sud de la France, le sud-ouest en particulier, le Massif central, avec des départements comme la Haute-Loire, l'Aveyron, la Lozère, où l'on peut atteindre des effectifs de 50% de réfractaires, que l'on retrouve aussi dans certains départements du sud-ouest de la France, où les taux de réfractaires sont souvent supérieurs à 30, voire 35%. Des départements comme l'Ariège, par exemple, alors vous aurez noté, l'Aveyron, la Haute-Loire, l'Ariège. On a affaire à des départements de montagne pour lesquels l'évasion, en quelque sorte, est facilitée. Ce sont des départements pauvres également, et des départements où la pression fiscale ou la pression par les amendes ne marche pas, ce qui ne dissuade pas finalement les jeunes gens de ne pas partir, malgré les efforts qui sont faits par l'État. Donc, on va employer, pour chasser ces réfractaires, des gendarmes. La gendarmerie est la principale arme pour lutter contre les réfractaires, les déserteurs posant d'autres difficultés, puisqu'en général, ils sont dans les pays étrangers, et d'ailleurs, parenthèse au passage, les déserteurs, eux, sont des militaires avec leur équipement, et lorsqu'ils sont repris, ils sont jugés par des tribunaux militaires. Mais j'en reviens donc à la lutte contre les réfractaires. Ce sont les gendarmes qui s'en occupent, et dans certains cas, cela peut occuper plus de la moitié, voire les 2/3 de leur mission. Dans l'Hérault, par exemple, les trois quarts des opérations, des arrestations qui sont opérées en 1807-1808, ce sont des réfractaires. Ce qui veut dire que la gendarmerie ne fait quasiment plus que cela au cours de ces journées. Cela suscite aussi de fortes réactions, qu'a étudié notamment Aurélien Lignereux, qui a déterminé que dans la France napoléonienne, près de 1947 exactement, rébellions contre des gendarmes avaient pu être recensées, et sur ces 947 actes de rébellion, les 2/3 concernent des réfractaires qui se mobilisent, qui mobilisent le village, ou en tout cas une partie de leur famille, pour lutter, parfois même avec des armes, contre des arrestations contre les gendarmes. Et on repère, et ce n'est pas du tout un hasard, que les régions les plus réfractaires, les plus rebelles, sont les régions du sud de la France. Ce qui pose bien sûr le problème de savoir si ces mouvements ces réfractaires, finalement, veulent résister au régime napoléonien, ce qui n'est pas sans doute la seule raison. Ce sont des régions qui sont aussi traditionnellement réticentes à l'autorité de Paris, à l'autorité du gouvernement central, et finalement la résistance à l'armée, qui est une résistance traditionnelle, comme avait pu l'établir Annie Crépin. Cette résistance à l'armée, c'est aussi une résistance à l'État, et pas seulement une résistance à Napoléon. Et puis c'est aussi une manière d'affirmer qu'on ne souhaite pas participer à la guerre et risquer donc d'y rester, risquer de mourir.
Enfin, à partir de 1810, un autre mode de traque est mis en place à travers des colonnes mobiles, déjà utilisées dans des opérations militaires, par exemple contre le brigandage entre 1800 et 1802, sans parler des fameuses colonnes mobiles de Vendée de 1793. L'idée est reprise en 1810, et ces colonnes mobiles, alors qu'il y a encore dans le pays 130 000 déserteurs et réfractaires, ces colonnes mobiles vont sillonner les régions les plus touchées par le phénomène de l'insoumission, les Pyrénées, le Massif central, le sud-ouest, la Bretagne, mais également le nord de l'Italie pour ce qui est d'un espace extérieur à la France, mais faisant partie de l'Empire. Ces colonnes mobiles ont la particularité d'associer des forces militaires, donc l'armée traditionnelle, à des gendarmes. Donc c'est une combinaison, en quelque sorte, entre soldats et gendarmes qui permet la récupération de près de 100 000 hommes à la veille de la campagne de Russie entre 1810 et 1811. La plupart de ces hommes sont envoyés dans des bataillons disciplinaires et beaucoup d'entre eux se retrouveront en Russie, ce qui n'est pas forcément excellent pour le moral des troupes, puisque ce sont des hommes qui ne souhaitaient pas combattre et dont on peut penser que, vu les difficultés rencontrées en Russie, n'auront pas été parmi les plus actifs dans les opérations militaires qui sont alors conduites. Donc vous le voyez, la lutte contre l'insoumission bat son plein, elle est constante, elle a occupé une grande partie de l'énergie des forces de l'ordre au cours de la période, et ce que l'on peut dire, c'est que la fin de l'Empire, et en particulier le renforcement de la pression militaire, puisqu'à partir de 1813, près d'1,4 million hommes sont théoriquement enrôlés, auraient dû être enrôlés. En réalité, seulement 900 000 ont regagné leur garnison. Cela signifie qu'entre 1813 et 1814, il y a près de 500 000 jeunes gens qui ont échappé au service militaire, essentiellement donc en disparaissant dans la nature, mais on constate aussi des réactions, notamment dans le nord de la France, face à l'arrivée des troupes étrangères, de désertion, si bien que ce phénomène va s'amplifier et être un des éléments qui favorise une forme de désordre dans la France du printemps de 1814, mais de cela nous aurons l'occasion de reparler lors d'une prochaine séance.